Le genre le plus classique de signes supposés coopérer avec la pensée, ce sont les mots. Nous nous trouvons ici devant une curieuse question sur laquelle les avis sont tout à fait divergents. J'en ai eu le premier aperçu quand j'ai lu dans Le Temps en 1911 « L'idée ne peut être conçue autrement que par le mot et n'existe que par le mot ». J'eus l'impression nette que les idées du rédacteur en question étaient assez médiocres. Mais il fut plus surprenant pour moi de voir un homme comme Max Müller, le célèbre philologue et orientaliste, affirmer qu'aucune pensée n'était possible sans mots et même écrire cette phrase absolument inintelligible pour moi. Comment savons-nous qu'il y a un ciel et qu'il est bleu? Connaîtrions-nous le ciel si nous n'avions pas de nom pour lui? Fin de citation. Et non seulement il admet avec Herder que, sans langage, l'homme n'aurait jamais pu atteindre sa raison, mais il ajoute aussi que, sans langage, l'homme n'aurait jamais pu posséder même des sens. Les sourds-muets sont-ils donc privés de tous leurs sens? Cette déclaration de Max Müller est d'autant plus curieuse qu'il proclame trouver dans le fait que la pensée est impossible sans mots un argument contre toute théorie d'évolution, une preuve que l'homme ne peut descendre d'aucune espèce animale. Mais on pourrait la retourner bien plus légitimement contre la thèse de Max Müller en tenant compte, par exemple, du livre Mentality of Apes de Köhler et des actes de ces chimpanzés, actes qui impliquent du raisonnement. Max Müller donne une revue historique des opinions exprimées sur cette question des mots dans la pensée. Revue qui n'est pas dépourvue d'intérêt d'abord par elle-même et ensuite à cause du point de vue qu'il y défend. Nous y trouvons que les Grecs utilisaient à l'origine un seul et même mot, logos, pour intituler le langage et la pensée, et ne furent que plus tard conduits à distinguer ces deux significations par des épithètes différentes. Et Müller déclare naturellement qu'ils étaient mieux inspirés au début qu'à la fin. Les scolastiques du Moyen-Âge, par une similitude qui est peut-être dans la nature des choses, sont d'accord avec ce début de la philosophie grecque. Abélard déclarait au XIIe siècle « Le langage est engendré par l'intellect et engendre l'intellect ». Une opinion analogue est exprimée par un philosophe plus moderne, Hobbes, qui est d'ordinaire en sympathie avec les scolastiques. Mais en règle générale, les choses prennent un cours différent, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, avec le courant d'idées lancé par Descartes. Il n'y eut qu'une période en Allemagne, autour de 1900 avec Humboldt, Schelling, Hegel et Herder, où les esprits philosophiques étaient proches de la vérité, c'est-à-dire de l'avis de Max Müller. Hegel dit brièvement « Nous pensons en mots », comme si personne n'avait jamais mis cela en doute. Mais les autres grands philosophes des temps modernes ne sont pas si sûrs de l'identité du langage et de la raison. Justement, les plus grands d'entre eux, qu'il s'agisse de Locke, de Leibniz ou même de Kant et de Schopenhauer, et plus récemment de John Stuart Mill, sont d'accord sur le doute méthodique. Ce n'est pas que Leibniz ne pense pas en mots, mais il ne l'avoue pas sans le regretter ouvertement. Un philosophe, Berkeley, est absolument catégorique, mais en sens inverse. Il est convaincu que les mots sont un grand frein à la pensée. Le point de vue passionné de Max Müller sur ce sujet le conduit à qualifier de manque de courage cette attitude générale des penseurs modernes, alors que tout autre appellerait cela de la prudence scientifique, comme si, pour lui, aucune opinion sincère autre que la sienne ne pouvait exister. Qu'il l'admette ou non, elle existe. Immédiatement après qu'il ait rédigé ses Lectures on the Science of Thought, des protestations s'élevèrent, et elles vinrent des côtés les plus divers. Par-dessus tout s'éleva la voix autorisée d'un autre penseur de tout premier plan, Francis Galton, le grand généticien qui, après avoir commencé comme explorateur, a en outre laissé une œuvre importante sur des questions psychologiques. La grande habitude qu'il avait de l'introspection lui permit d'affirmer que son esprit ne se comportait pas du tout de la manière que Max Müller suppose être la seule. Que Galton joue au billard et calcule la trajectoire de sa bille, ou qu'il étudie des questions plus élevées et plus abstraites, sa pensée n'est jamais accompagnée de mots. Galton ajoute qu'il lui arrive parfois, quand il réfléchit, d'entendre un accompagnement de mots dépourvus de sens, exactement comme les notes d'une chanson peuvent accompagner la pensée. Naturellement, des mots dépourvus de sens sont une chose tout à fait différente des mots réels. Nous verrons plus tard à quel genre d'image on peut raisonnablement les comparer. Cette disposition d'esprit de Galton n'est pas dénuée d'inconvénients pour lui. Voici ce qu'il écrit. « C'est une gêne sérieuse pour moi quand je rédige, et encore plus quand je m'explique de ne pouvoir penser aussi facilement en mots qu'autrement. Il m'arrive souvent,
après avoir durement travaillé, être arrivé à des résultats qui sont parfaitement clairs et satisfaisants pour moi que, quand je veux les exprimer en mots, je sente que je dois commencer par me mettre sur un plan intellectuel tout à fait autre. J'ai à traduire mes pensées dans un langage qui ne me vient pas facilement. Je perds donc beaucoup de temps à chercher les mots et les phrases appropriées et je me rends compte que, lorsqu'on me demande de prendre la parole à l'improviste, je suis souvent obscur par pure maladresse verbale et non par manque de clarté dans la conception. C'est un des petits ennuis de ma vie. Fin de citation. J'ai désiré reproduire intégralement cette déclaration de Galton parce que, dans son cas, je reconnais exactement le mien, y compris cette assez regrettable conséquence que je ressens exactement comme lui. Le fait qu'il est impossible à Max Muller de se rappeler l'éclair sans penser à son nom ne signifie pas que nous soyons incapables de le faire. Quant à moi, je me souviens de l'éclair, je vois dans mon esprit sa lueur que j'ai admirée bien des fois et il me faudrait un instant de réflexion, court, naturellement, mais certainement un instant, si je désirais que le mot correspondant me revienne. Exactement comme pour Galton, une telle traduction de la pensée en langage me demande toujours un effort plus ou moins difficile. Que les vers de Boileau, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, soient justifiés ou non pour d'autres gens, il est certain qu'ils ne le sont pas pour moi. J'en ai une preuve tangible, objective pourrais-je dire, dans le fait qu'il m'est difficile de faire un cours sur quoi que ce soit, sauf sur des sujets mathématiques, sans en avoir pratiquement écrit chaque partie, seule manière d'éviter une constante et pénible hésitation dans l'expression de pensées qui sont très claires dans mon esprit.